Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous pour ce journal du mardi 10 juillet, dont voici les titres. Destruction de cases illégales ce matin sur le terrain de Bacholo à Kaweni. Plusieurs bangas ont été rasés sur décision de la préfecture. Un terrain privé squatté qui a fait l'objet de nombreuses plaintes de la part des propriétaires. Reportage à suivre dans un instant. Nous reviendrons sur le drame de Chalon-sur-Saône où 2 frères et une sœur ont perdu la vie par noyade. Nous nous sommes rendus à Mtsangamouji chez la famille des victimes. Sur place, le deuil est général. Et puis, plus que 2 heures avant la demi-finale de la Coupe du monde de football qui opposera la France et la Belgique, nous avons rencontré les supporters des Bleus pour prendre la température. Des supporters très confiants sur l'issue du match. 7 bangas construits illégalement détruits. L'opération a donc été menée ce matin par les forces publiques sur le terrain Bacholo à Kaweni, un terrain occupé depuis une vingtaine d'années par des squatteurs. Sur place, Génial Toumani, Fahar Housseni. Fini la trêve du mois de Ramadan. Les destructions de cases illicites sur les terrains privés de la famille Bacholo à Kaweni ont repris ce mardi matin. Destruction en présence des forces de l'ordre venues en nombre tant le dossier est sensible. Nous avons démarré cette opération donc à 7 heures sur décision de la préfecture. Il y a à peu près 6 bangas qui sont détruits, ce qui représente plus d'une vingtaine de personnes, peut-être une trentaine de personnes, mais qui toutes ont été prévenues bien en amont et qui d'ailleurs pour la plupart avaient déjà quitté les lieux ou sont en train eux-mêmes d'ailleurs de détruire partiellement leurs habitations. Après plus de 20 ans passés sur ces terres pour certains, résignés, ils vident leurs habitations avec tout de même le sentiment d'être abandonnés aujourd'hui par les autorités. Aujourd'hui, notre maire fait comme si nous ne représentions rien alors que nous votons. Nous ne l'avons pas vu ici dans ce quartier dit central, ni personne de son entourage d'ailleurs. Et ça fait vraiment mal. Parce que nous habitons ici, on dit de nous que nous sommes forcément joannés. Ce n'est pas le cas. Beaucoup de Mahorais vivent ici. Mais c'est honteux de montrer dans quelles conditions le Mahorais vit ici. De son côté, la famille Bacholo déplore également le manque de soutien de la commune. La problématique actuelle, en fait, c'est l'allocation des engins. On a déterminé la date pour intervenir, mais pour trouver les engins nécessaires, il faut des sous. Et comme au début, on avait négocié avec la mairie pour qu'ils nous aident, ils avaient accepté, mais à la dernière minute, on nous dit qu'ils n'ont pas de sous. Donc du coup, il fallait en fait qu'on se débrouille tout seul. Aucun commentaire ne sera fait sur ce dossier, nous fait savoir la mairie de Mamoudzou. Pour autant, ces opérations de démolition ne s'arrêteront pas, assure la famille Bacholo qui détient près de 7 hectares dans la zone. Environ 400 cases devraient connaître le même sort dans les semaines à venir, soit en tout près de 2800 personnes à expulser sur ces terres. La lutte contre la construction illégale de cases fera également partie des revendications durant la marche populaire qui sera organisée ce jeudi 12 juillet à Mamoudzou. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Antufati Afidou du collectif de Mayotte. Bonsoir madame. Bonsoir les Mahorais. Alors vous préparez une grande marche prévue ce jeudi. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu et les motivations de cette marche ? La marche du 12, c'est avec la même motivation qu'on avait il y a 2 mois de cela. L'insécurité des Mahorais à Mayotte et l'immigration qui n'a pas eu de solution jusqu'à maintenant. D'autant plus, vous venez de parler de la famille Bacholo. Ça fait partie des questions qui nous préoccupent parce qu'il n'y a pas que la famille Bacholo. C'est la famille Bacholo qui a pu avoir des moyens, avec toutes les difficultés, à pouvoir arriver à récupérer leur terrain. Mais il y a beaucoup des Mahorais qui ont les mêmes situations et qui se battent jusqu'à maintenant à pouvoir arriver au même résultat, qui n'est pas encore facile. Et on est avec eux, on les aide, on les soutient pour pouvoir arriver à leur objectif. Outre l'insécurité, parmi vos revendications, il y a également, vous exigez notamment la reprise des reconduites à la frontière.
Justement, c'est la situation principale, parce que nous ne pouvons pas comprendre que on prend en charge la situation d'immigration à Mayotte, en sachant très bien le nombre des immigrés qu'il y a à Mayotte et qu'on n'a pas les moyens de les reconduire. Nous demandons tous comment nous pouvons lutter contre l'immigration quand les immigrés n'ont pas le droit de partir chez eux. Donc, nous sommes là à demander à l'État d'arrêter de mentir aux Mahorais, parce que ça suffit maintenant. On a fait 2 mois de grève et commencé à nous dire qu'il faudrait enlever les barrages pour pouvoir en mieux travailler et mettre en place les moyens de lutter contre l'immigration. Mais le véritable moyen qui pourrait aider à lutter contre l'immigration, il ne le touche pas. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un petit État comme État comorien a plus de pouvoir envers la 5e puissance mondiale pour nous dire qu'ils ne peuvent rien faire là-dessus et que les Comoriens ont les moyens de faire barrage. Merci, madame. Donc, jeudi, 8h, c'est bien ça? Jeudi à 8h, j'appelle à tous les Mahorais et toutes les Mahoraises à venir nombreux, et surtout ceux ou celui qui croit en restant chez lui faire le mieux. Moi, je dirais qu'il est complice avec l'État à ne pas pouvoir enlever toute l'insécurité qu'il y a à Mayotte. Merci, madame, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Et nous revenons dans ce journal sur la tragique noyade qui a emporté 3 enfants mahorais dans un lac de Chalon-sur-Saône dimanche soir. Nos confrères de France 3 se sont rendus dans le quartier où résidaient les victimes. Sur place, les témoignages de compassion et de solidarité se multiplient afin de soutenir la famille. Michel Gillot, Christophe Jaillard. Cette femme a appris la nouvelle ce matin sur les réseaux sociaux. Elle a acheté quelques roses et vient au bord du lac les déposer en hommage aux 3 enfants qui se sont noyés hier à cet endroit. Les 3 petites victimes habitaient le quartier des Aubépins. Dans la matinée, quelques habitants se demandaient comment témoigner de leur solidarité après ce terrible événement. Je voudrais qu'on se mette tous ensemble, que Chalon se serre les coudes une bonne fois pour toutes au moins. Pas que pour la victoire de la France, et qu'on se serre tous les coudes et puis qu'on fasse quelque chose pour cette maman, cette famille qui doit vivre des moments terribles. Devant l'immeuble de la famille Konaté, c'est un balai incessant d'amis, de voisins qui viennent épauler Alia et Assad, les parents des enfants décédés. Assis devant l'immeuble, quelques hommes entourent le grand-père. Cette famille habite de longue date à Chalon-sur-Saône et sur elle, personne n'a rien d'autre à exprimer qu'une profonde empathie. C'est des amis, c'est des gens qu'on connaît bien et malheureusement leur décès nous affecte tous, je pense. Et c'est pas une histoire de communauté ou quoi que ce soit, mais tout le monde, tout le Chalonnais, je pense que là on est tous abasourdis par ce qui arrive. Par le relais des 3 mosquées de Chalon, dès ce matin, la solidarité s'est organisée. On a pris l'initiative d'organiser une collecte pour aider cette famille. Pour les frais d'obsèques qui s'élèvent à 10 000 €. Donc on a lancé une quête par SMS et puis par WhatsApp, ainsi qu'un compte Litchi pour trouver cette somme assez rapidement et aider cette famille qui est déjà un peu précaire. Et d'autres initiatives se feront jour sans doute dans les prochaines heures pour soutenir cette famille chalonnaise. Et pour justement apporter son soutien à la famille endeuillée, le collectif des femmes actives de Mayotte, le CFAM 976, a mis en place une collecte pour tous ceux qui souhaiteraient faire un don. Pour cela, orientez-vous sur la page Facebook CFAM 976. Et le père des 3 victimes est ainsi originaire de Mayotte, de Tsangamouji très exactement. Nous sommes allés aujourd'hui dans le village à la rencontre de la famille et surtout de la grand-mère des 3 enfants. Sur place, le deuil est général. À Tsangamouji, Yasmine Diafar, Atoumani Simba. On pourrait presque entendre les mouches voler. Le silence est religieux, l'heure est au recueillement.
Dans cette pièce, des amis, des voisines, des membres de la famille sont venus soutenir Mazena. Cette grand-mère a perdu ses 3 petits-enfants dans la même journée à Chalon-sur-Saône. À 8000 km, la douleur est d'autant plus importante. Mazena ne pourra pas assister à l'enterrement de ses petits-enfants. Je suis dans l'incapacité d'y aller parce que je suis malade. J'ai subi une opération au pied. J'aurais tant aimé me rendre sur place. J'attends de reprendre des forces. Je ne les oublierai jamais. Ils étaient respectueux, gentils et bien élevés. J'ai vécu avec eux pendant les mois que j'ai passés en métropole à Chalon. Madivita est le frère de Mazena. Il réconforte sa sœur comme il peut. Le fait qu'on ait retrouvé le corps et qu'il puisse être enterré dignement, là aussi ça fait partie des choses qui vont dans le sens de ce deuil. Une bonne partie de la famille qui vit en métropole, donc ils se sont retrouvés pour surmonter cette difficulté qu'on ne peut pas exactement, on ne pouvait pas imaginer déjà et puis qu'on ne peut pas qualifier. Si le drame a suscité l'émoi de tous, à Mtsongamouji, village natal du père des 3 victimes de noyade, tout le monde est sous le choc. Ici, presque ou tous ont des liens de parenté. C'est du jamais vu à Mayotte et puis on a du mal à comprendre. Mais c'est l'affaire du bon Dieu. Donc enterrer son fils, enterrer son petit-fils, c'est pas du tout évident au sein de notre tête. C'est bien qu'on a la tête ailleurs plus que ça. Ils étaient frères et sœurs. Leur vie s'est arrêtée brutalement à 9, 10 et 13 ans. Priorité au direct, nous prenons la direction du parquet à Kaweni. Le procureur de la République vient de terminer une conférence de presse au sujet des 2 armes dérobées dans les bureaux de la DGSI. Nous retrouvons tout de suite Toufaïli Andilani aux côtés du procureur de la République Camille Mansioni. Bonsoir Toufaïli. Bonsoir Papino, vas-y. Bonsoir Papino, nous sommes donc avec le procureur ici au tribunal de Mamoudzou. Monsieur le procureur, depuis dimanche, le vol supposé d'armes dans les locaux de la DGSI à Dzaoudzi passionne l'actualité à Mayotte et on peut dire que ce soir il y a le dénouement de cette affaire. C'est effectivement le dénouement d'une affaire qui nous tient en alerte depuis quelques jours, depuis dimanche. Ce soir, nous sommes en situation, en capacité de vous exposer très clairement ce qui s'est passé. Un fonctionnaire de police a fomenté un scénario laissant croire qu'il avait été victime d'une agression dans son service et qu'un vol d'armes avait été perpétré à cette occasion. Sitôt après cette dénonciation qu'il avait faite dès dimanche, une enquête était ouverte, des investigations ont été engagées, une mobilisation forte de la force a été mise en place. Les contrôles ont été opérés au point de passage et en particulier au niveau de la barge pour essayer immédiatement d'empêcher toute éventuelle fuite de ceux qui pouvaient être les auteurs de cet acte. Mais très rapidement, nous nous sommes aperçus qu'il y avait de multiples incohérences, que les constatations faites sur le terrain ne cadraient pas avec le récit qui avait été fait. Et donc très rapidement, nous avons dû travailler sur plusieurs hypothèses, et notamment une hypothèse d'une version qui serait fallacieuse. Et au fil des investigations, dès hier après-midi, nous avons acquis la conviction que la version qu'avait donnée le fonctionnaire de police ne correspondait pas à la réalité. Grâce à la perspicacité, à l'expérience des enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie qui ont mené cette enquête, nous sommes arrivés, dès hier après-midi, à faire reconnaître aux déclarants que la version qu'il avait fournie était fausse. Donc aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas eu de vol, qu'il n'y a pas eu d'agression dont il aurait été victime, qu'en revanche, il explique avoir perdu ou s'être fait voler son arme de service samedi, et que pour tenter de se sortir de cette situation, il aurait créé, inventé ce scénario, exécuté ce scénario, le servir au service
d'enquête de la gendarmerie jusqu'au dénouement que nous évoquons aujourd'hui. Et le fonctionnaire de police a été mis en garde à vue ce matin. La réponse judiciaire a été rapide. En raison de la gravité des faits, en raison de l'émoi que vous évoquiez tout à l'heure, en raison de l'inquiétude que suscitaient les faits tels qu'ils avaient été décrits, une mesure de garde à vue prise ce matin pour dénonciation de crimes ou délits imaginaires et pour vol aggravé avait été prise ce matin. À l'issue de la garde à vue, ce fonctionnaire de police a été déféré au parquet, je l'ai reçu selon la procédure dite de la CRPC, autrement dit du plaidé coupable. À l'issue de cette procédure, une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, de 3 ans d'interdiction de toute fonction publique et de l'interdiction de porter ou de détenir une arme soumise à autorisation a été prononcée. Cette peine vient d'être validée par le juge. Je peux donc affirmer qu'à compter de ce soir, ce fonctionnaire de police n'a plus le droit, pendant au moins 3 ans, d'exercer toute fonction publique, outre la peine d'emprisonnement avec sursis que j'ai évoquée tout à l'heure. Parallèlement à ça, il y a une enquête qui est ouverte parce qu'il y a toujours une arme dans la nature. Parallèlement à cela, effectivement, si on en croit la version ultime de ce fonctionnaire de police, une arme, son arme de service aurait été volée, aurait été dérobée, et une enquête incidente a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce vol et essayer d'élucider, là aussi, j'espère dans des délais raisonnables, en tout cas les plus rapidement possible, comprendre ce qui s'est pu se passer et éventuellement identifier, interpeller et faire condamner le ou les auteurs de ce vol. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je vous en prie. Toufaïli Andjilani en direct du parquet accompagné de Fahar Hosseini. Le sport avec la demi-finale de la Coupe du Monde qui aura lieu ce soir entre la France et la Belgique. À Mayotte, la confiance règne. C'est en tout cas ce qui ressort des différentes réactions que nous avons recueillies pour les supporters de Bleu que nous avons interrogés. Cette année, c'est l'année pour l'équipe de France. Des supporters plus que confiants, comme vous allez le constater à travers le micro-trottoir qui leur a été tendu par Laïni Saïd Hachim et Atoumani Simba. Pour moi, bon, je suis français, je reste fidèle. Je pense que ça sera un match très disputé, surtout pour une équipe de Belgique qui est dans ses formes dans tous les points. Mais je crois quand même à la France parce que malgré leur jeunesse, leur manque d'expérience, ils ont su montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Et je pense que cette année, c'est l'année de la France. Alors, vous avez un pronostic? Oui, je dirais 2-1 pour la France. Et je crois que Mbappé il va dominer tous ces joueurs-là. Ouais. Le final, on va gagner. Je pense que la France a toutes ses chances de gagner le match, voire de la coupe. Hein. Ouais. Carrément. Ouais, carrément. Ils ont une bonne équipe, pourquoi pas. 2-1. Il n'y a pas de souci. Donc c'est bon, la France va gagner. Il n'y a pas de souci. Même sans regarder le match, on va gagner quand même. Ce sont tous des attaquants. Ils savent marquer. Ouais. Alors, et ils vont prendre un individuel. Les 3 de Belgique, là, les 3 meilleurs de Belgique, là, notamment Lukaku, De Bruyne, qui l'autre hein? Eden Hazard. Il y a un Kanté qui est un spécialiste, qui ne laisse rien passer. Donc la France va gagner. Le score de 2-1 revient souvent dans ses pronostics. Pour ma part, je prédis une victoire de la France au tir au but. On en reparle demain. Pour l'heure, c'est la fin de ce 19h, marqué aujourd'hui par la destruction de 7 bangas construits illégalement sur le terrain privé de Bacholo, sur les hauteurs de Kaweni. Au total, c'est une trentaine de personnes qui a été expulsée du site. Une intervention qui a nécessité la mobilisation de 2 brigades d'ordre public et un peloton de gendarmes mobiles. Merci pour toute votre attention. Dans un instant, vous serez avec Daresh Daou pour le journal en maoré. Et puis, à 20h50, vous pourrez donc suivre la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et la Belgique. Allez les Bleus, belle soirée de football et à demain, 19h.